Guerre des roses, dernier coup de théâtre. Une semaine après l'annonce du vote de Manuel Valls en faveur d'Emmanuel Macron, le PS est plus que jamais au bord de l'implosion au Parti socialiste. C'est bien simple, les uns sont socialistes, les autres sont partis. Pour en parler, l'ancienne ministre Dominique Bertinotti, soutien de Benoît Hamon, et Christophe Castaner, porte-parole d'En Marche. En attendant de les recevoir, retour sur les 45 ans de guerre des gauches avec cette question qui fâche de Dimitri Kefelec. 45 ans. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Congrès d'Épinay 1971. Nous sommes solidaires, tous, et nous devrons le rester. Sur une ligne d'union de la gauche, François Mitterrand prend possession du Parti socialiste, une stratégie qui le mènera à la victoire. Fidèle à l'enseignement de Jaurès, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français vient de s'identifier à sa majorité sociale. Mais déjà cette première question, de quand datent les premières grosses fractures du PS version Épinay? Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Depuis 3-4 ans, la France est dans cette situation. Il faut que cela change et vite. Cet effort n'est que provisoire. Jacques Delors et le Premier ministre Pierre Mauroy convainquent François Mitterrand de rester dans le système monétaire européen. C'est le tournant de la rigueur, un tournant historique pour la gauche. Le Parti socialiste fait attention à l'époque à soigner ses clientèles sociales. À partir de 83, il y a un double phénomène qui joue. Le Parti socialiste se réoriente vers non plus un projet de transformation radicale de la société, qu'il a quand même, en parole en tout cas, porté longtemps, mais il se réoriente vers l'acceptation des contraintes européennes. 34 années plus tard, alors que les poids lourds du PS désertent au profit d'Emmanuel Macron, une deuxième question se pose. Pourquoi lâche-t-il Benoît Hamon? Parce qu'il y a d'abord un risque de victoire du Front National. Macron-Valls, certains sont surpris, pas moi. Qui se ressemblent, s'assemblent. La manière dont Benoît Hamon a conçu sa campagne, c'est-à-dire en allant sur le même terrain que Jean-Luc Mélenchon, il a fait une erreur. Pourquoi? Parce que Mélenchon est plus cohérent et plus talentueux. Voilà. C'est la fin du Parti socialiste. Une étape majeure de l'effondrement de ce parti. Le vieux paysage politique est en train de mourir. Ce qui est clair, c'est que le PS a devant lui des débats qui vont être sérieux après les élections présidentielles. Alors justement, question qui fâche. Le Parti socialiste survivra-t-il à la présidentielle? Rien ne sera demain comme hier. Voici Dominique Bertinotti et Christophe Castaner. Bonsoir madame, asseyez-vous, prenez place. Bonsoir. Vous étiez ministre de la Famille et vous êtes aujourd'hui soutien de Benoît Hamon. Il vous avait publié, alors on va en parler, le jour où la gauche s'est perdue chez Kalman Lévy. Bonsoir Christophe Castaner. Bonsoir. Vous êtes député des Alpes de Haute-Provence et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que pour le PS, c'est la fin des haricots, Dominique Bertinotti? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est dommage. Oui, c'est dommage, mais je ne suis pas obligée d'adhérer forcément à votre démarche. Le vrai débat, c'est de savoir, est-ce qu'il y a encore une politique de gauche en France? Oui, non. Et qui est susceptible de l'incarner aujourd'hui et dans les mois qui vont venir? Ça, c'est une vraie question. Donc, moi, je veux bien débattre. Oui, mais... Non, mais l'implosion du PS, c'est important. Il a fait partie de la... Je ne sais pas, je n'ai jamais fait... J'ai fait beaucoup de politique, je n'ai jamais fait de la politique fiction. Donc je ne sais pas si le PS va imploser ou pas. De toute façon, il va y avoir des choix. C'est pas de la fiction. L'ancien Premier ministre a fait le choix de ne pas soutenir. Il va y avoir des choix qui vont se faire parce qu'effectivement, on est en train d'aller dans une recomposition du paysage politique et en soi, c'est pas gênant. Mais la question de fond reste, c'est pas de savoir si le Parti socialiste va mourir ou pas. C'est de savoir si on va avoir demain un parti de gauche. Madame, je comprends que vous choisissiez votre question, vous avez tout à fait raison. Oui, merci. Mais même votre question, dans ce cas-là, peut être déconstruite. Qu'est-ce qu'une politique de gauche? Exactement. On peut discuter pendant des heures pour savoir qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui n'est pas de gauche. Exactement. Souvenez-vous qu'après la Révolution, la nation était de gauche et elle est passée à droite à la fin du 19e siècle. Et je pourrais faire comme ça toute l'émission là-dessus. Oui. Donc même votre question... elle est des plus pertinentes. Oui, mais en même temps, elle est à... comment dire, il y a des questions derrière la question.
Mais bien sûr. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'être de gauche? C'est normal. Est-ce que c'est être de gauche dans l'Europe? Est-ce que c'est être de gauche en dehors de l'Europe? Est-ce qu'on peut encore être de gauche à l'ancienne, social-démocrate dans l'Europe? Moi, je pense que non. Et vous voyez, il y a des questions comme ça. Vous êtes d'accord? C'est ça qui est intéressant. D'accord. Bah alors, mais en fait, c'est un peu la même question. Pardonnez-moi de revenir, mais c'est un peu la même question que est-ce que le PS va mourir? Parce que le PS a été justement cette tentative réussie pendant longtemps de synthèse entre les deux grandes lignes, si vous voulez, libérale, sociale, et la ligne étatiste. Rocard-Mitterrand, vous voyez, tout cet affrontement-là dont Mitterrand faisait la synthèse. Jospin l'a fait aussi, Hollande de moins en moins bien, et que c'était de moins en moins possible. C'est ça aussi votre question. Donc le PS est un peu le cœur de votre question à vous aussi. Oui, mais bien sûr. Vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord parce que effectivement le monde a profondément changé, que nous sommes dans un contexte de mondialisation où est posée la question de la place du politique et du rôle du politique, et que c'est cela qu'il importe de définir pour les mois et les années qui viennent. Vous, Christophe Castaner, vous vous êtes mis en congé du PS, justement, pour rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a deux questions, et on voit le début de notre échange qui est sur ce sujet. La question de savoir si le Parti socialiste, c'est la gauche. Et la seconde question, celle que moi je porte aux côtés d'Emmanuel Macron, c'est savoir si on a la capacité de dépasser la gauche et la droite pour porter une politique publique, la présidence, une majorité à l'Assemblée nationale, pour faire autre chose différemment. Moi, je nie pas la différence entre la droite et la gauche. Il existe des cultures, des parcours, des hommes de gauche et de la même façon des hommes de droite. Mais tout l'enjeu aujourd'hui dans cette élection, c'est de savoir si on a la capacité de dépasser notre vieux système. Qu'est-ce que ça veut dire, dépasser? Dépasser, c'est notamment arrêter d'être l'otage d'un parti qui a la capacité, par exemple, j'étais tête de liste aux élections régionales l'année dernière, de faire en sorte qu'à quelques semaines de l'élection présidentielle, on m'impose comme tête de liste dans les Bouches-du-Rhône quelqu'un qui passait en correctionnel 15 jours avant le premier tour avec Jean-Noël Guérini, au motif que c'était le patron du parti dans la fédération. Mais même ça, si c'est depuis, il a un eu dysfonctionnement du parti. Mais oui, mais c'est les magouilles de parti. C'est une confusion entre le fond et la forme. Je vais essayer de finir sur cette question. Mais c'est toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est vérolé dans un système de partis. Un des facteurs et en même temps, vous ne croyez pas qu'ils sont morts, les partis? Non, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'en même temps, vous avez raison, vous êtes vérolé dans un système de partis, et en même temps, c'est peut-être aussi que les partis sont désintégrés et qui posent problème aussi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, et notamment parce qu'ils n'ont pas tranché leur ligne politique. Là, on est d'accord. La primaire, elle permet de désigner une femme ou un homme, pas une ligne politique, et c'était le cas pour François Hollande. On n'a pas validé la ligne politique de François Hollande, on a désigné François Hollande. Et dès qu'il a été en fonction, oui, on sera d'accord là-dessus. Mais ça n'a pas été le cas. Ceux qui connaissaient François Hollande connaissaient sa ligne politique, sociale-libérale notamment. Et pourtant, dès que l'Assemblée s'est installée, on a commencé à organiser la contestation interne au groupe. Tu étais ministre et tu l'as vécu au quotidien. Toujours avec une volonté d'hypermédiatisation de tel ou tel. Et donc, du coup, on est dans cette situation d'avoir généré notre propre système de blocage. Ce qui compte aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut dépasser ces blocages? Vous avez répondu à la question, vous parlez de dépassement du parti. Parce que qu'est-ce que c'est que Macron et le macronisme? C'est un double pari. Il y a un pari personnel, c'est quelqu'un qui émerge tout d'un coup, en tout cas médiatiquement, même si les spécialistes le connaissaient. Puis il y a un pari politique qui est de tuer le PS, en tout cas de partir avec la moitié du PS pour recomposer une nouvelle majorité qui ira du centre droit au centre gauche. D'ailleurs, ça revient un peu à tuer les Républicains au passage. Donc, le PS est une gêne. Donc, le PS doit mourir, ne serait-ce que par pure logique d'Emmanuel Macron. Donc, pour moi, le débat est clos. En effet, la réussite d'Emmanuel Macron signifie forcément la mort du PS. Son échec ne signifiera pas forcément la survie du PS. Mais en tout cas, sa réussite est intimement liée à la mort du PS. Mais je crois que l'enjeu... Je vais quand même répondre, parce que je trouve qu'on parle bien facilement. Et il y a une confusion. Que les partis traditionnels aujourd'hui, à gauche comme à droite, aient des modes de fonctionnement obsolètes, je suis entièrement d'accord. Et je suis d'autant plus d'accord qu'en 2007, lorsque nous avons été... Moi, j'étais très partie prenante de la campagne de Ségolène Royal, nous avons déjà pointé du doigt les dysfonctionnements d'un parti qui était le nôtre, le Parti socialiste, et qui ne voulait pas entendre l'ouverture vers... Donc je suis convaincue aujourd'hui que les partis tels qu'ils existent, les partis traditionnels tels qu'ils existent, n'ont pas d'avenir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas des mouvements, appelez ça comme vous voulez, des mouvements, des partis, je ne sais pas, des clubs, peu importe. Mais
qui structure effectivement une véritable réflexion avec des modalités de militantisme qui soient très différents. Les réunions de section, c'est terminé. Voilà. Donc, oui, il y a une profonde modification. Après, ça ne doit pas occulter ce qu'est le fond. Et c'est là où j'ai une profonde divergence avec les partisans d'Emmanuel Macron. C'est que le ni gauche ni droite, ça ne veut rien dire. C'est et gauche et droite plutôt, là. Oui, j'ai bien suivi. Oui, mais ça change beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Je veux même prendre et de gauche et de droite. Et j'ai entendu les termes et de progressisme et de pragmatisme. Je veux dire, tout ça, c'est vide. C'est des mots vides, intellectuellement vides. Et donc, moi, je veux savoir aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle du politique pour maîtriser la mondialisation et la maîtriser de telle sorte qu'il n'y ait pas tout un pan de la société française, mais aussi des sociétés européennes, qui est marginalisé, qui est laissé de côté et qui paie très très cher à cette mondialisation. Je suis d'accord avec vous sur la fin. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a les vainqueurs de la mondialisation et les vaincus de la mondialisation. Les vainqueurs de la mondialisation et leurs enfants votent Macron, et les vaincus de la mondialisation votent Le Pen. C'est ça, le premier drame de la gauche, c'est qu'elle incarne les vainqueurs de la mondialisation et qu'elle a laissé tomber les vaincus de la mondialisation. Peut-être. Je fais un tout petit point d'histoire qui d'après moi, explique ce qui se passe aujourd'hui et droite et gauche. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? On a vu la deuxième gauche, libérale, sociale, européenne, l'emporter idéologiquement sur la première gauche, étatiste, patriote, etc. On a vu de même ce que je peux appeler la deuxième droite, c'est-à-dire les libéraux, les centristes, qui sont devenus les jupéistes, l'emporter aussi idéologiquement sur la première droite que j'ai bien connue, Pasqua, Séguin, les national-étatistes sociaux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les deux vainqueurs, aux deux bouts de la droite et de la gauche, se sont rassemblés chez Macron. C'est ça, Macron. Ce que ça signifie, c'est les vainqueurs depuis 30 ans. Et donc, aujourd'hui, ils veulent... Christophe Castaner me dit on veut créer un grand parti ou un grand mouvement du centre. C'est ça Très bien. Mais qu'il s'appelle mouvement du centre. Moi, je suis désolée, il y a une déconsidération du mot de gauche. Et moi, je veux redonner du contenu intellectuel au mot sur le plan gauche. Sociétal, donc, ils sont de gauche. Que Emmanuel Macron arrête de nous dire qu'il est et de droite et de gauche. C'est la vérité. Il est centriste. Non, il est de gauche. Il est de gauche pour le sociétal. Non, mais d'abord, il faut l'écouter. Ah bon? Non, mais d'abord, il ne faut pas parler en il son nom. soutient, il dit qu'on n'a pas été assez compréhensif avec ceux de la manif pour tous. Non, mais d'accord. Il dit qu'il n'y a pas de culture française. Et il propose d'aller plus loin. Il dit qu'il n'y a pas de culture française. Tel qu'on l'a voté, et plutôt tel que toi tu l'avais porté, tu n'as pas été retenu dessus. Donc très clairement, là-dessus... Il dit aussi qu'il n'y a pas de culture française. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le débat, il est justement sur le fait qu'on a des gens qui sont propriétaires des partis et qui n'ont pas compris que le curseur de la ligne politique s'était déplacé. Et au Parti socialiste, on ne l'a pas tranché. Et du coup, on continue à ne pas le trancher. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est effectivement de constituer un pôle démocrate. Un pôle démocrate, et je me fiche de savoir s'il est centriste, s'il est... C'est la victoire de la deuxième gauche, c'est ce que j'ai dit. Et qui a la capacité à réformer ce pays. Alors, démocrate contre républicain, comme aux États-Unis. Mais parce que tu préfères te réfugier sur l'idée qu'il y aurait une gauche pure par rapport à une droite malsaine. Moi, je considère... J'ai jamais été... Non, mais... Je peux essayer de parler un petit peu sans Christophe, quand même, je veux dire une chose, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas savoir. Je n'ai jamais voté les motions de Benoît Hamon et je le soutiens aujourd'hui. Je n'ai jamais été à l'aile gauche du Parti socialiste et pourtant je soutiens Benoît Hamon. Il faudrait se poser la question... Pourquoi? Parce que précisément, il y a des réponses de gauche aux méfaits que crée aujourd'hui la mondialisation. Et c'est pas sur une politique de petit accommodement qu'on va sortir la société française des ornières dans laquelle c'est quand même compliqué pour lui. Le Drian qui soutient Macron, et Ségolène Royal qui hier ne veut pas s'engager. Tout ça fait quand même, un peu... Et Valls, évidemment. Mais vous savez, c'est parce qu'on a traversé 5 années où on avait une opposition forte entre la gauche qui rêve et la gauche qui gère.
C'est ça qu'on a vécu pendant 5 ans et qui a bloqué le système. Moi, je préfère appeler ça deuxième gauche et première gauche. Bien sûr, parce qu'historiquement, d'ailleurs, on n'a pas évoqué Michel Rocard, mais c'était le débat qui a toujours opposé Michel Rocard. On est d'accord. François Mitterrand, par sa puissance, a pu incarner la synthèse, mais au fond, il y avait une opposition totale. Et pourtant, quand on regarde l'évolution politique du Parti socialiste, et même du Parti socialiste au pouvoir, on voit qu'au fond, c'est le rocardisme qui a gagné sur sa ligne économique. Mais c'est une évidence. Michel Rocard, j'étais jeune rocardien, il nous saoulait à l'époque avec 2 thèmes en permanence. La BOP, la bataille pour l'organisation de la planète. Tout simplement parce qu'à l'époque, le mot mondialisation n'était pas dans nos voeux de l'époque. Et ensuite, sur l'enjeu environnemental. Ce qui est une évidence aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, il était le seul à en parler. Le problème, c'est qu'on a toujours cantonné minoritaire au Parti socialiste pour mettre en place des politiques assez différentes. Je n'ai pas très bien vu la politique écologique d'Emmanuel Macron. Ces politiques, mais lis un peu plus Emmanuel Macron et ne cherche pas à le cantonner dans des cases. Ce que je vous propose, là, cette partie-là de l'émission est finie, mais on va faire rentrer Alba Ventura et on va continuer à en discuter avec elle. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, mais vous restez tout de suite, vous restez avec nous car c'est maintenant l'heure de la lumineuse et toujours très bien informée, Alba Ventura. Alba, où es-tu? Alors, Alba, avant que vous ne commenciez votre papier, Tanguy Postureau a parlé de vous tout à l'heure, Christophe Castaner, car au meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, pour faire la fin de soirée. La semaine dernière, vous avez chauffé la salle et ça a buzzé sur les réseaux sociaux. On n'a pas résisté. Je vous en remercie. On n'a pas résisté. Regardez. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas... Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom d'Emmanuel Macron. Grosse ambiance. Hein. Vous n'allez pas souvent au Vélodrome, c'est qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Oui, mais c'est pas qui ne saute pas, c'est qui saute pas. J'ai d'ailleurs été corrigé sur Internet. C'est très compliqué. Moi, je nais au Vélodrome, je peux vous dire que qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Non, on dit pas le nœud, mais je suis d'accord sur l'intonation, c'était pas ça. Par contre, il y avait une grosse ambiance pour de vrai. Et du coup, ça a aidé. Mais j'ai fait pire, j'ai commencé le meeting avec une écharpe du PSG. Là, les sifflets sont partis tout de suite. Et on a vu des images avec vous êtes téméraire. Alors, on vient de parler de la gauche fracturée. La droite est-elle aussi au bord de l'implosion? Les deux partis sont traversés par les mêmes secousses. C'est vrai que c'est le débat qui agite les membres des Républicains en ce moment. Tout va dépendre, en fait, nous disent-ils, de l'attitude à adopter au second tour dans une perspective d'un duel Macron-Le Pen, c'est-à-dire les deux favoris des sondages. Alors, en clair, combien seront-ils à faire barrage au FN et à appeler à voter Macron? Ou combien seront-ils à appliquer le principe du ni-ni, c'est-à-dire ni Macron ni Le Pen? Chez les Républicains, par exemple, il y en a qui pensent que Wauquiez pourrait, lui, appeler au nini. Et il y en a qui expliquent que Nicolas Sarkozy, lui, qui avait le premier érigé d'ailleurs la règle du nini, mais pour les élections locales, pas pour les élections nationales, pourrait, par exemple, appeler voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Qui pèsera le plus? Qui va l'emporter entre nini ou vote Macron? Un proche d'Alain Juppé parier que si le nini est plus fort, autrement dit si les élus les Républicains sont plus nombreux à se ranger dans le même camp, à ranger dans le même camp Macron et Le Pen, alors là, les Républicains vont exploser. Et je vous demande, Christophe Castaner, est-ce que vous redoutez, vous, qu'il y ait chez les Républicains plus d'adeptes du nini finalement que d'adeptes de Macron entre guillemets? D'abord, ne jouerons pas le premier tour avant que les électeurs aient voté. Et donc, ne considérons pas que nous sommes déjà dans un duel Marine Le Pen et Emmanuel Macron, parce que ce serait se prononcer que sur les sondages. L'écart avec François Fillon est faible. Et donc, mais vous avez vécu le Front républicain dans votre région en PACA. Vous avez, vous, socialistes, voté Estrosi pour faire barrage à Marion Maréchal. Nous souvent été beaucoup plus républicains que les Républicains. Justement, est-ce que vous avez des craintes? Je ne crains pas la décomposition de la droite, parce que si ça permet aussi à une partie des Républicains de s'engager sur un sujet majeur qui est le barrage au Front National, mais d'aller au-delà et de rejoindre le pôle démocrate dont je parlais tout à l'heure, moi je serais parfaitement à l'aise. Il y a aujourd'hui des gens qui sont tenus par une logique de parti politique, qui se sentent obligés d'être au PS et de rester fidèles au PS alors qu'ils n'ont aucune envie de soutenir Benoît Hamon. Il y a la même chose par rapport à Fillon. Et donc si ces femmes et ces hommes aujourd'hui, qui sont classiquement de droite, ont envie de s'engager et de rejoindre aussi Emmanuel Macron sur son projet politique, ils sont les bienvenus. Et Monsieur Castaner, est-ce que vous ne croyez pas que le problème n'est pas entre les élus, mais entre les élus? Moi je pense qu'ils seront à 80% chez les Républicains à appeler pour Macron, voter Macron, ouais. Mais les électeurs... Alors, et je pense qu'il y aura le pourcentage inverse, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus d'électeurs des Républicains qui voteront Marine Le Pen
que ceux qui ne voteront Macron. Là, on verra bien la fracture entre les élus et l'électorat. Alors d'abord, il y a une dimension personnelle pour celui pour qui on appelle à voter. On l'a vécu, le Parti socialiste, entre Bertrand dans le nord et Estrosi dans le sud, où en gros, il y a 59% de mon électorat du premier tour qui a voté pour Estrosi, qui a fait barrage, 49% venant du front de gauche aussi et d'Europe Écologie. Par contre, il y a un taux largement supérieur pour Bertrand. Je pense que pour Emmanuel Macron, on a aujourd'hui quelqu'un qui est plus compatible, entre guillemets, pour un électeur de droite qui aura voté Fillon au premier tour. Ça dépend quel électeur. Voilà, mais en PACA, non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord. En PACA, une nouvelle fois, on aura en PACA un décrochage vers le Front National. Ah, pas du tout. C'est des électeurs. Les électeurs, c'est pas de la politique politicienne. Moi, j'entends bien. Mais justement, ça serait intéressant de s'interroger pourquoi les électeurs ne suivent pas forcément les consignes. Ah, mais c'est ce que j'ai voulu dire. Eh ben, on est d'accord. C'est tout ce que je disais. Donc, je suis désolée. Moi, j'aimerais bien, et je pensais qu'en venant avec Christophe, nous parlerions du fond, parce que je l'entends dire au Parti socialiste, mais qu'à cela ne tienne, il fallait le dire et l'exprimer au moment où on pouvait encore le dire et l'exprimer. Donc, je trouve aujourd'hui assez incroyable Moi, j'ai envie de poser une question à Christophe. Vous êtes en marche vers quoi ? En marche vers une façon différente de faire de la politique. Ah bon? Alors, non, ça c'est du baratin, ça. Mais en marche sans subir si vous voulez bien, et les décisions du bureau national du Parti on refera. Ça c'est autre chose, voilà, c'est pas la même chose. On refera un débat ça, la réalité. sur le sujet. Mais moi, parce que là, j'ai pris mes distances avec le Parti socialiste. Il n'en reste pas moins vrai que j'ai une forme de loyauté à la gauche, à ce que certaines valeurs. Madame Berthet, c'est des mots, ça. Il va poursuivre la politique de Hollande dont vous avez été ministre. Voilà. Alors, oui, à ce propos, vous savez bien Eric, aussi que sur certaines questions, il y a eu divergence à mon Nous allons passer. Mais à commencer par Emmanuel Macron face à Hollande, c'est vrai aussi. A su aussi engager. Alors, Emmanuel Macron, le programme de François Hollande. Et il l'a appliqué pendant les premières années. Et François Fillon aussi. Et alors, François Fillon, parfois, vous savez, au milieu des mauvaises nouvelles, il a des bonnes nouvelles. Vous savez, oui, il va avoir beaucoup plus de sous pour sa campagne. Non, mais comme il ne sait pas les gérer, il a dit ça. Figurez-vous que l'association de financement de la primaire de la droite et du centre a refait les comptes pour le dernier versement que doit toucher le candidat. Et alors, ce ne sont pas 3 millions d'euros qu'il va toucher, mais 4 millions d'euros grâce aux 2 euros que les... C'est pas pour ses costumes. Hein. Grâce aux 2 euros que les électeurs ont payés lors des 2 tours de la primaire. 4 millions qui s'ajoutent donc aux 6 millions déjà obtenus, ce qui fait un total de 10 millions. Alors, c'est vrai que François Fillon, vous l'avez dit tout à l'heure, dans sa vie privée, il dit qu'il a des problèmes pour mettre de l'argent de côté. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Et lorsqu'on dit des choses comme ça, forcément, il faut s'attendre à être un peu moqué. Surtout quand on gagne, c'est des journalistes qui ont fait le calcul, plus de 20 000 euros net par mois. Oui, ça doit être à peu près ça. En tout cas, forcément, il s'est fait moquer par le site satirique Le Gorafi, qui a lancé une cagnotte sur litchi.com. Et elle a bien marché. C'est la plateforme qui permet de cotiser pour un cadeau ou un pot de départ, vous voyez. Donc, elle s'intitule Solidarité avec François Fillon. Alors, j'ai regardé, 2 271,07 €. Il y a eu des dons de 1 centime à 10 €. 1 centime, c'est vache. Qu'est-ce qu'il va en faire, honnêtement? Lui, rien, mais la cagnotte, elle va à une œuvre caritative. Et alors, il y a des faux donateurs. Il y a Jérôme Cahuzac, il y a Bruno Leroux, Jacques Chirac, il y a même le cabinet noir. Il y a Marie Fillon aussi, la fille de l'ancien Premier ministre, qui aurait prêté de l'argent à son père pour rembourser des dettes. Vous voulez dire quelque chose? Oui. 14 secondes. En 14 secondes, je veux dire, j'ai été profondément choquée comme citoyenne de l'intervention de François Fillon sur la France exemplaire. Il y a une telle, au débat hier soir, il y a une telle distorsion entre sur la République exemple. Et oui, il est pas, une anaphore aussi. Ce qui était bizarre, c'est qu'il ciblait François Hollande, qui n'est absolument pas candidat. Donc, et qui ne répondait pas à la question qui était posée. Et en plus, sur le thème de l'exemplarité, je pense que nos concitoyens attendent autre chose que cette pirouette. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il ne parlait pas de lui, justement. Oui, bon. Justement, alors, on attend autre chose qu'une pirouette stylistique. Alba, on reste dans les à côté de la campagne. Après Litchi, la petite boutique des candidats. Moi, il y a bien plein d'objets qui circulent sur le net. Non, mais c'est une forme de communication, les petits objets de la campagne. Alors, Jean-Luc Mélenchon, alors c'est pas un petit objet, il propose du vin, vous savez ça? Il y a la cuvée insoumise, la France insoumise, c'est du rouge. Et puis, il y a la Rebelle, alors ça, c'est du blanc. C'est fabriqué par 2 viticulteurs du Jura, du bio. Parce que, avec modération, évidemment. 8 € la bouteille, ça va. Hein, Marine Le Pen, elle fait plutôt dans le tatouage.
Bah oui. Il y avait tatouage de la rose beaucoup bleue. Éric Zemmour. J'ai un meilleur cadeau pour Zemmour, on va lui faire à Noël. Les boutons de manchette de François Asselineau en pièces de 1 franc. C'est plus chic quand même que le tatouage. Voilà, 26 €. Oui, il nous coûte cher, Zemmour. François Fillon lui a fait fabriquer un petit bolide en bois en référence à sa passion pour les sports automobiles. 25 € quand même le joujou. Il va pouvoir se mettre de l'argent de côté comme ça. Sinon, il y a des accessoires qui échappent totalement aux candidats. Ce sont les préservatifs, lancés par la marque Calvin pour célébrer, disent-ils, l'érection présidentielle 2017. Je vous laisse les énumérer. Vous êtes bien aimable. Hein. Bah oui. Alors là, franchement, ça c'est la bonne amie. Mapine présidente, Europe Écologie, Les Verts. Écoutez, je crois qu'on va à Turlutte Ouvrière. Je crois que c'est pas mal Turlutte Ouvrière. En rester là. Non, je sais que Tanguy Pastureau vous a parlé tout à l'heure, mais moi je ne pouvais pas terminer sans les lunettes de Camba. J'adore la tête de Cambadélis, le patron du PS, avec ses lunettes roses. C'est les lunettes de la génération Hamon, hein. C'est pour la campagne. Mais il s'en est pris plein la figure. Parce qu'ils ont refusé, Benoît Hamon a refusé qu'il monte faire la photo au dernier meeting. Il n'aimait pas ses lunettes. En tout cas, les lunettes... Ça va mieux au PS alors. Les lunettes, ça ne porte pas vraiment chance comme accessoire, parce qu'en 2012, souvenez-vous, Eva Joly avait arboré des lunettes vertes en référence aux écologistes. Elle a terminé à 2,3%. Donc quand sera-t-il pour Benoît Hamon avec ses lunettes roses ? Bien, eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Dominique Bertinotti. Je rappelle le titre de votre livre, Le jour où la gauche s'est perdue. Merci Christophe Castaner. Et puis, il y a encore du boulot pour aller chauffer les salles. En marche. Cette semaine, si vous le voulez bien, nous méditerons la phrase de Clémenceau en politique. On